Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal à la une de l'actualité. Ce soir, agir pour la paix et le développement dans le monde. L'ONU présente un tableau sombre, les guerres et le réchauffement climatique. Le vice-président de la République prend part à la rencontre à New York. Tiemoko Mende-Kone était à l'ouverture de la 79e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies. Célébration officielle de la Journée mondiale contre le travail des enfants, des organisations nationales et internationales, membres du gouvernement et partenaires, rassemblés pour dire non à toute forme de travail des enfants. La première dame Dominique Ouattara, présidente du comité de surveillance, annonce des avancées dans la lutte. La lutte contre l'insécurité routière également se renforce. Le permis de conduire d'un chauffeur est tiré et il doit aussi retourner à l'auto-école. C'est la décision de la commission technique de suspension et de retrait du permis. Elle s'est réunie avec sur la table 40 dossiers à examiner. L'on note des cas de décès malheureusement dans les rapports. Et plusieurs pays dont la France et les États-Unis proposent un cessez-le-feu de 21 jours au Liban. C'était à l'issue d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU. Jean-Noël Barrot, le ministre français des Affaires étrangères, a annoncé que cette pause va éviter de perdre le contrôle de la situation. Le vice-président de la République, Tiemoko Mende-Kone, a pris part à l'ouverture solennelle du débat général de la 79e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Le débat va se poursuivre jusqu'au 30 septembre. C'est une occasion pour les différents États de donner leur position sur les grandes questions d'actualité dans le monde. Herman Guivet. Le débat général de la 79e session ordinaire de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations unies, ouvert à New York, aux États-Unis. Au nombre des délégations venues des 4 coins du monde pour y prendre part, figure la délégation ivoirienne conduite par le vice-président de la République, Tiemoko Mende-Kone. Le thème de cette 79e session ordinaire de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations unies, ne laisser personne de côté, agir ensemble pour la paix, le développement durable et la dignité humaine des générations présentes et futures. Une cérémonie d'ouverture marquée par la présentation du rapport annuel d'activité du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, dans lequel il dépeint un tableau sombre de l'avenir de la planète et invite les dirigeants à agir sans délai. Son constat de l'évolution du monde est le suivant: les divisions géopolitiques continuent de s'aggraver, la planète continue de se réchauffer, les guerres font rage avec l'apparition de nouvelles armes et une résurgence des menaces nucléaires. Face à ces défis sans précédent et qui exigent des solutions mondiales, Antonio Guterres invite les États membres de l'ONU à s'approprier les décisions du sommet de l'avenir organisé en prélude au débat général pour notamment réformer l'ONU et revitaliser le multilatéralisme. Premier intervenant sur la liste au cours du débat général, le président brésilien Lula da Silva. Pour lui, la réforme de l'ONU s'impose pour mieux affronter les défis actuels et futurs. Il exhorte ses pairs à ne pas attendre une nouvelle tragédie mondiale, à l'image de la Seconde Guerre mondiale, avant de mettre en place un nouveau modèle de gouvernance. Notons qu'en marge de la plénière du débat général, le vice-président de la République, Tiemoko Mende-Kone, a procédé au nom du chef de l'État, Alassane Ouattara, à la signature de l'accord se rapportant à la Convention de l'ONU sur le droit de la mer et portant sur la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale. Et là-bas aux États-Unis, le vice-président de la République a eu un entretien avec le président angolais, João Lourenço. Tiemoko Mende-Kone a également rencontré le président de la République de Maurice. Herman Guivet nous apprend qu'ils ont évoqué la nécessité pour les États africains d'agir ensemble pour relever les défis de développement du continent. Le renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Angola, au cœur des échanges entre le vice-président de la République, Tiemoko Mende-Kone, et le président angolais, son Excellence João Lourenço. Au cours de cet échange avec le vice-président de la République, Tiemoko Mende-Kone, le président angolais, João Lourenço, a réitéré ses vifs remerciements au chef de l'État, Alassane Ouattara, pour la qualité de l'accueil qui lui a été réservé à l'occasion de la visite officielle de 72 heures qu'il a effectuée en Côte d'Ivoire en juin 2024. Les deux personnalités se sont réjouies de l'excellence des rapports de coopération qui existent entre leurs pays, occasion pour eux de passer en revue la mise en œuvre des décisions bilatérales issues de cette visite officielle. En marge du débat général de la 79e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies, le vice-président de la République, Tiemoko Mende-Kone, s'est également entretenu avec le président de la République de Maurice, Prithviraj Singh Rupoon. Le président de la République de Maurice
s'est félicité de la qualité des relations entre son pays et la Côte d'Ivoire et a évoqué la nécessité pour les pays africains de renforcer leur coopération et réfléchir davantage ensemble pour relever les défis et mieux contribuer au développement du continent. Et sur place ici, célébration officielle de la journée mondiale contre le travail des enfants. Ce jeudi, la première dame Dominique Ouattara, présidente du comité de surveillance des actions, a réaffirmé son engagement en œuvrant et annoncé une baisse significative du taux de prévalence nationale. 39% est passé à 21,6%. Tous les acteurs étaient rassemblés pour dire non à toute forme de travail des enfants. Nous reviendrons sur ce reportage dans cette édition. 12 mois de suspension du permis de conduire et retour à l'auto-école. C'est la sanction d'un chauffeur d'une compagnie de transport. Il a fait usage de son téléphone au volant. La commission technique de suspension et retrait du permis vient de tenir sa session du mois de septembre. Au total, 40 dossiers étaient sur la table. On en parle avec Léon Brou. Il fait usage de son téléphone au volant de son autocar de 53 places pendant le trajet Gagnoa-Abidjan. Ainsi, ce chauffeur d'une compagnie de transport en commun transgresse-t-il la loi? La vidéo qui le dénonce devient virale sur les réseaux sociaux et suscite le même 1er septembre 2024 une enquête de la commission technique de suspension et de retrait du permis de conduire. À la barre, le mis en cause reconnaît les faits. Tous ceux qui roulent camion, il laisse un appel pour dire de ne plus prendre le téléphone au volant. C'est un cas très grave. N'empêche, la sanction de la commission est sans appel, 12 mois de suspension du permis de conduire avec sursis. Cette sanction-là est couplée à une formation obligatoire au CACR. Formation au cours de laquelle on va vous donner des compétences sur la conduite préventive, le comportement coopératif, sécuritaire et responsable dans la conduite automobile. Vous faites votre formation, vous venez avec le document qui atteste que vous avez validé cette formation et le secrétariat de la commission va vous remettre votre permis de conduire. C'est pour dire aux Ivoiriens de faire attention. On peut être pris pas seulement sur scène d'accident, mais on peut être pris par dénonciation. À l'endroit de nos agents qui sont sur le terrain, faisons en sorte que tous les accidents où il y a mort d'homme, que le permis arrive ici. Au total, 32 permis de conduire sanctionnés, dont 6 avec sursis et 1 avec retrait de 6 points. Une seule restitution sur les 40 dossiers examinés à cette 65e session de la commission technique de suspension et de retrait du permis de conduire. Ces chiffres en baisse toujours de l'avis de la commission illustrent l'amélioration de la sécurité routière grâce aux réformes du gouvernement. Reste le défi de 0 mort du fait des accidents de la circulation. Vigilance donc sur nos routes. Et dans l'actualité ce soir, l'Office national de l'état civil et de l'identification de Côte d'Ivoire lance une opération spéciale d'enrôlement pour les cartes nationales d'identité. La campagne prend fin le 29 septembre. L'ONESI veut enrôler le maximum de personnes dès l'âge de 5 ans. Une campagne menée dans plusieurs communes d'Abidjan et à l'intérieur du pays. Voici l'étape de la capitale économique avec Ismaël Evradeo, Zakaria Traoré. Stade de la BAE dans la commune de Yopougon. Les populations sont conviées pour l'opération spéciale d'enrôlement de l'Office national de l'état civil et de l'identification de Côte d'Ivoire, ONESI. Je suis venu, j'ai pris la première place. De la première place, ils m'ont vite pris et m'ont donné le rendez-vous le 10, 11e mois 2024 de revenir pour prendre ma pièce d'identité. Les demandeurs s'exécutent aux différentes étapes de la procédure, le tout sous l'œil vigilant du superviseur régional. La moyenne par rapport à lorsque nous sommes au bureau, où on prenait 200, 250, là nous sommes à moyenne à 350, 450 personnes que nous prenons par jour. À Abobo, les habitants de la commune, eux aussi, répondent à l'appel de l'ONESI. Dans la cour de la mairie, les agents enrôleurs sont à la tâche pour satisfaire les requérants. Les dossiers à fournir pour la nouvelle demande, c'est l'extrait de date de naissance, moins de 2 ans, le certificat de nationalité, moins de 2 ans, la pièce de l'un des parents bien lisible, si c'est en photocopie ou physique, et puis le reçu de paiement qui se fait en ligne. Koumassi, point de chute de cette journée de visite d'espace aménagé pour les enrôlements. Moins d'affluence que dans les 2 premières communes. La directrice des opérations lance un appel. Aujourd'hui, quand nous faisons la carte nationale d'identité avec des documents en règle, la CNI
est établi dans maximum 10 jours. Donc j'invite véritablement les populations à se rapprocher de nos centres ou à contacter notre call center, le 1340, pour toute information concernant leur CNI. Aussi pour ceux qui sont dans des groupes organisés, ils peuvent envoyer un mail à demande-enrôlement@onesi.ci ou demande de retrait@onesi.ci et l'ONESI enverra une équipe vers elles pour prendre en charge leurs préoccupations. L'opération spéciale d'enrôlement de l'ONESI s'étend jusqu'au dimanche 29 septembre prochain. En plus du district autonome d'Abidjan, la ville de Divo, dans le Lodjibois, accueille également la campagne. Vous l'avez entendu, l'ONESI se rapproche des populations. Les députés aussi des élus de la nation sont à Sikolo, dans le département de Kong. Les députés RHDP étaient d'abord dans le camp des réfugiés de Nioroningué. Ils appellent les populations à s'éloigner de leur paillage clandestin, une pratique qui détruit l'environnement et mine l'économie nationale. C'est un reportage de Kader Sogodogo. Voici ce qui reste d'un site après la visite des orpailleurs clandestins. Des trous et du matériel abandonné. C'est clair. Après le passage de ces pilleurs, culture, élevage, les vieux de l'économie locale ne seront plus possibles ici, à Koko, un village de la sous-préfecture de Sikolo. Nous sommes dans le département de Congo. Ce qui se passe dans ce village se retrouve un peu partout en Côte d'Ivoire. Une réelle préoccupation pour le groupe parlementaire RHDP à l'Assemblée nationale qui est sur le terrain pour toucher du doigt certaines réalités. Population et élus locaux saluent la démarche. Les gens ne respectent pas les termes des contrats, les gens ne respectent pas ce qui est écrit dans les autorisations. Après l'exploitation, ils ne font rien pour réparer les sols. Ils ne respectent pas les contrats en quelque sorte. Donc l'orpaillage, ici, nous n'en voulons pas. Ce que nous venons de voir est choquant. C'est révoltant. Des trous de 10 mètres, de 15 mètres de profondeur, ouverts à tout vent. Partout. Dans la zone ici, tout récemment, il y a un enfant qui est tombé dans un trou et il est décédé. Donc tout cela nous interpelle. Encore que les choses ne se font pas conformément à la loi. Tous les députés sont venus voir, ils ont vu l'étendue des dégâts. Et je pense que les autorités compétentes prendront les dispositions qui s'imposent dans pareilles circonstances. Le porte-parole du groupe parlementaire RHDP à l'Assemblée nationale, le député Nélor Aouili Kwasi François rassure les populations que des lois pour éviter l'orpaillage clandestin ont été votées. Le gouvernement a mobilisé également les forces de l'ordre pour sévir. Il est rejoint dans ses propos par le président du groupe parlementaire. L'orpaillage clandestin est un drame. L'environnement que nous avons visité est complètement en danger. D'abord pour les hommes, les animaux également. Donc il faudra que nous fassions quelque chose pour interdire ou limiter au maximum cette activité. Cette mission du groupe parlementaire RHDP à l'Assemblée nationale se situe dans le cadre du contrôle de l'action gouvernementale. Prochaine étape, Kafolo, toujours dans le département de Congo. Cette fois, il sera question de lutte contre le terrorisme et les investissements réalisés dans ce sens par le gouvernement. Et après le Nord, revenons ici à Abidjan. Le ministre de la Communication a officiellement ouvert les journées du droit d'accès à l'information publique. Les acteurs se sont donné rendez-vous à l'auditorium de la primature. Les réflexions ont porté sur les défis pour les organismes publics. Amadou Koulibaly appelle à garantir un accès plus large et rapide des informations. Didier Nguessan. Le bilan d'un exercice budgétaire, le rapport d'une activité, le procès-verbal d'une réunion. Autant de documents que tout citoyen peut consulter gratuitement dans les services publics et qui est encadré par la loi sur l'accès à l'information publique. Mais dans la pratique sur le terrain, certaines contraintes peuvent souvent entraver ce principe. Pour lever les barrières, la Commission d'accès à l'information d'intérêt public et aux documents publics, KIDP, organise les journées du droit d'accès à l'information publique. L'obligation est celle d'informer pour le détenteur d'une information d'intérêt public et de le faire de manière proactive ou sur demande. Et le droit est celui pour le demandeur de pouvoir accéder à l'information qualifiée d'intérêt public. L'accès à l'information est un droit universel caractéristique de la démocratie que travaille à renforcer le gouvernement avec l'appui de l'UNESCO. Rappelons-le, le 28 septembre de chaque année, nous célébrons la Journée internationale de l'accès universel
Elle exhorte les gouvernements et les institutions à garantir que ce droit soit au cœur de la transparence, de la responsabilité publique et du développement durable. L'information publique est un service fondamental et il est de notre devoir de nous assurer que chaque citoyen puisse y accéder facilement et en temps opportun, car c'est ainsi qu'en renforçant sa confiance avec les institutions de son pays, il pourra pleinement jouer son rôle dans le développement de sa nation. 3 jours durant, les professionnels de l'information, les organismes publics échangent les bonnes pratiques sur l'accès à l'information publique. Sortons maintenant du pays en France, 38e édition du Forum international sur la paix à Paris, l'événement organisé par la communauté catholique Saint-Egidio. La ministre Anne-Désirée Ouloto était l'invitée du quotidien français L'Opinion. Elle a présenté les acquis en matière de cohésion et vivre ensemble en Côte d'Ivoire. Grâce Kando. La communauté Saint-Egidio œuvre dans la pacification des conflits, notamment en Afrique, d'où le thème de la 38e édition du Forum international sur la paix à Paris, Imaginez la paix. En marge des travaux, la ministre d'État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, est reçue par la plateforme en ligne du quotidien L'Opinion. Anne-Désirée Ouloto présente les avancées du pays en matière de paix. Vivre ensemble est le projet de société du RHDP et du président Alassane Ouattara. Depuis 2011, dès sa prise de fonction à la tête de l'État, le président Ouattara a développé donc son programme Vivre ensemble à travers la cellule spéciale qu'il avait mise en place, Dialogue, Vérité, Réconciliation, pour justement faire en sorte que par le pardon, par la main tendue, les Ivoiriens réapprennent tout simplement à vivre ensemble. Nous avons passé des moments assez particuliers, ça a été douloureux, mais le résultat est là. Les Ivoiriens se sont pardonnés. Tous ceux qui étaient en exil sont rentrés en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, ils ont été réintégrés. La ministre d'État, Anne-Désirée Ouloto, est aussi revenue sur la notion de paix et son impact dans le quotidien des populations. Feu le président Houphouët-Boigny nous a fait grandir avec ce slogan-là. La paix, ce n'est pas un vain mot, c'est un comportement. Et donc l'Ivoirien sait que chaque jour, c'est à travers des petits gestes, des actes concrets, qu'on réaffirme son engagement pour la paix. Et ça, cette culture de la paix a impacté également la fin de la crise en Côte d'Ivoire. Le 21 septembre dernier, le monde a célébré la Journée internationale de la paix des Nations Unies. La Fédération universelle pour la paix appelle à une culture de cette valeur importante. L'organisation a produit un communiqué dont voici les détails avec Serge Parcom Didi, Abdoulaye Koné. La Côte d'Ivoire n'est pas en marge de la Journée internationale de la paix des Nations Unies célébrée le 21 septembre de chaque année, d'où cette déclaration de la Fédération pour la paix universelle par la voix de son président. Nous réaffirmons notre engagement collectif à promouvoir un monde où règne l'harmonie et la compréhension. Le thème de cette année, construire une culture de la paix, souligne l'importance du dialogue, de l'empathie et de la coopération pour relever des nombreux défis auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. Comme des ambassadeurs de paix, les membres de la Fédération pour la paix universelle appellent à une responsabilité commune dans un environnement dans lequel la paix n'est pas seulement l'absence de violence, mais surtout la présence d'équité et d'opportunités pour tous. Saisissons cette opportunité pour engager des actions significatives, promouvoir l'éducation, soutenir des initiatives de résolution des conflits et renforcer la résilience communautaire. En nous tenant ensemble, nous pouvons transformer nos sociétés et inspirer les générations futures à défendre les valeurs de paix et d'unité. Ensemble, créons un héritage de paix qui transcende les frontières et les générations. La Journée internationale de la paix a été instituée en 1981 par l'Assemblée générale des Nations unies. 2 décennies plus tard, soit en 2001, l'Assemblée générale a voté à l'unanimité la désignation de cette journée comme période de non-violence et de cessez-le-feu.
Revenons sur une autre journée importante, célébration officielle de la journée mondiale contre le travail des enfants. Ce jeudi, la première dame Dominique Ouattara, présidente du comité de surveillance des actions, a réaffirmé son engagement en 9 ans de lutte. Elle annonce une baisse significative du taux de prévalence national de 39% à 21,6%. Tous les acteurs étaient rassemblés pour dire non à toute forme de travail des enfants. David Soyo. Militante des droits des enfants, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, participe à la célébration officielle de la Journée mondiale contre le travail des enfants. Une célébration pour sensibiliser le public et à appeler à des actions concrètes pour l'éradication du travail des enfants. Instituée depuis 2002 par l'Organisation internationale du travail, les institutions partenaires dans la lutte reviennent sur les actions menées sur le plan international et national pour éliminer ce phénomène. L'événement de ce jour consacre la célébration du 25e anniversaire de l'adoption de la Convention 182 de l'OIT sur les pires formes du travail des enfants. Cette convention a été, en 2020, la première convention de l'OIT à être universellement ratifiée, c'est-à-dire ratifiée par tous les pays du monde. Cette ratification universelle a permis de renouveler le momentum et d'attirer encore une fois l'attention de l'opinion publique sur l'ampleur du travail des enfants et d'appeler à des actions concrètes en vue de son élimination. La Côte d'Ivoire se distingue parmi les pays de la sous-région par sa volonté politique, son appropriation nationale, ses innovations porteuses et les nombreux partenariats entre acteurs publics et privés pour lutter contre ce fléau. Madame la Première Dame, le travail des enfants au niveau mondial est en hausse pour la première fois depuis 20 ans. Contrairement aux tendances mondiales, la Côte d'Ivoire montre des progrès grâce aux efforts du gouvernement. Pour le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, plusieurs projets ont été réalisés pour mettre fin à cette pratique. Des actions à mettre à l'actif de la Première Dame, par ailleurs président du comité de surveillance des actions de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants. La volonté politique manifeste du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, et le leadership de la Première Dame, Mme Dominique Ouattara, ont permis au gouvernement, aux parties prenantes, de construire les dispositifs et les mécanismes opérationnels visant à lutter très efficacement contre ce phénomène. Nous pouvons ainsi nous réjouir de ce que la lutte contre le travail des enfants soit une vraie réalité à succès dans notre pays. Dans sa politique de lutte contre le travail des enfants, la Côte d'Ivoire a fait le choix d'une approche humaniste, basée sur des stratégies d'intervention ciblées et surtout la participation inclusive et collaborative de l'ensemble des parties prenantes. Sous des acclamations bien nourries, la Première Dame de Côte d'Ivoire annonce une baisse significative du taux de prévalence nationale du travail des enfants. Selon l'analyse comparative des données et des enquêtes à indicateurs multiples, MICS, et de l'enquête démocratique et de santé, EDS, la Côte d'Ivoire a enregistré une baisse significative du taux de prévalence nationale du travail des enfants entre 2012 et 2021, passant de 39% à 21,6%, soit une baisse de 18 points de pourcentage. Dans le secteur spécifique du cacao, selon l'étude de NORC de l'Université de Chicago, réalisée en 2019, le travail des enfants a été réduit de 32% entre 2014 et 2019 dans les communautés productrices de cacao qui ont bénéficié d'actions intensives de remédiation. Dominique Ouattara réaffirme également son engagement à lutter contre toute forme d'exploitation des enfants. En ce qui me concerne, je souhaiterais exprimer, à l'endroit de tous les enfants vivant en Côte d'Ivoire, ma ferme volonté de continuer d'œuvrer pour leur bien-être ainsi que pour leur droit à l'éducation et à la santé. Ma priorité reste de les protéger contre les violences sous toutes ses formes. C'est pour chaque enfant de Côte d'Ivoire que je me suis engagée à lutter pour que la traite, l'exploitation et le travail des enfants ne soient plus des obstacles à leur épanouissement.
Un engagement qui démontre la volonté de la Côte d'Ivoire de créer un avenir sans travail des enfants en alignement avec l'objectif mondial d'éliminer le travail des enfants d'ici 2025. Il s'agit surtout pour la première dame d'œuvrer pour le bien-être et l'épanouissement des enfants. Dans l'actualité politique, le RHDP forme ses militants à Gagnoa, connaître l'idéologie, le mode de fonctionnement du parti, les actes et les actions posées par les dirigeants. Une mission est venue de la direction pour instruire les nouveaux membres du RHDP. Dogadegui de l'AIP, Mahama Traoré. Face aux militants de la région du Gor, une délégation du secrétariat exécutif chargée de la formation et de l'institut politique du RHDP explique l'idéologie du parti et la vision de son président Alassane Ouattara. Une mise à jour essentielle selon le chef de délégation. Si on veut que les militants défendent effectivement les idéaux du parti, si on veut que les militants travaillent au succès du parti, il faut qu'ils sachent ce qu'ils défendent. Il faut que quelqu'un ne vienne pas leur dire autre chose que ce qu'ils sont réellement. La télé nous a apporté beaucoup de bonnes choses. Ça m'a fait du bien parce que quand tu es dans un parti, il faut savoir de quoi il s'agit. Cette formation qui a réuni élus, secrétaires départementaux, présidents de comités de base et des structures spécialisées est aussi le lieu d'évoquer les attentes et les préoccupations des militants. Très satisfait. J'ai vu là nombreux, les questions très pertinentes. Quand j'ai vu tous les militants, chacun qui prenait la parole, insistait dessus, de gagner l'élection. Au premier tour, comprenez qu'en tant que responsable, c'est une joie pour moi. Suite à la restructuration voulue par le directeur du parti, le RHDP compte 2 coordinations dans la région du Gor. Une coordination communale et sous-préfectorale dirigée par le ministre-gouverneur Louis Dakouri Tablé et une coordination régionale principale conduite par Joachim Djedje Bagnon, président du conseil régional du Gor. Présentation officielle du Parti national de solidarité et de paix, un parti qui veut promouvoir la cohésion et la solidarité. La nouvelle formation politique entend rassembler les citoyens autour de ses idéaux. Yves Niazalé, Alexis Ouedraogo, Arnaud Kofi. À quelques mois de la présidentielle 2025, un nouveau parti politique veut faire entendre. Il s'agit du Parti national de solidarité et de paix. Le parti centriste a mis sur la solidarité pour bâtir une nation forte et prospère. Notre parti est bien plus qu'une simple organisation politique. Il est le symbole d'une ambition collective pour un avenir meilleur. Le PNSP entend faire de son développement sa priorité essentielle. En plus des actions à mener pour le progrès du pays, notre rassemblement politique veut jouer un rôle essentiel pour notre nation. Créé le 6 avril 2024 à Abobo, le Parti national de solidarité et de paix compte 50 membres pour son bureau exécutif et est implanté dans 12 villes de Côte d'Ivoire. Et depuis le 9 septembre, c'est le retour des élèves à l'école. Comme les années passées, les parents font face au changement de manuels scolaires au niveau des établissements. De nouveaux livres font leur entrée dans le programme du préscolaire, cours préparatoire première et deuxième année dans les lycées et collèges. C'est le même constat. Le manuel change aussi. C'est ce que nous allons voir dans ce reportage de Sephora Zegui. Voici 2 semaines que la rentrée est effective en Côte d'Ivoire. Dans les librairies et grandes surfaces, le tableau est encore le même. Delphine et Romain, tous 2 parents d'élèves, ont du mal à satisfaire leurs besoins en fourniture scolaire. J'ai un enfant qui est en 6e, il passe en 5e. Son petit frère le suit, il passe en 6e, il ne peut plus utiliser les livres. Pourtant, en notre temps, nous, on utilisait les livres de nos aînés. Des parents mécontents du fait du changement répété des manuels scolaires. Je dis que si l'État pouvait faire un effort pour mettre ne serait-ce que faire perdurer une édition sur au moins 5 à 10 ans avant de changer, là, ça sera intéressant. Ils naviguent entre interrogations et inquiétudes, difficultés partagées par les élèves du public comme ceux du privé. Avant, là, il y a Abokodo, il y a le truc dedans. Voilà. Quand c'est comme ça, là, les enfants arrivent à lire. Mais maintenant, là même, là, c'est difficile, c'est direct. Les livres, tout le temps, on va changer les livres. En fait, ça nous fatigue et puis ça trouble aussi les enfants. Loin du décor formel des librairies modernes, l'on retrouve des librairies dites par terre. Voici 37 ans que Douga Diawara évolue dans ce secteur informel. Les choses ont bien changé côté revenus financiers. L'activité n'est plus tout aussi rentable. Bon, maintenant, ce n'est plus comme avant. Si les vacances arrivent, on a peur de payer les livres. Parce que quand tu payes,
Une fois si la rentrée arrive, on change. Quand on change, ça devient une perte pour nous. Si tu as vu tous ces livres qui sont là, sont déprogrammés. Tout comme les parents d'élèves, Douga rêve d'une réforme du système. Pour comprendre le fonctionnement au niveau de la programmation des manuels scolaires, nous nous rendons dans la commune de Cocody à la direction de la pédagogie et de la formation continue. C'est Nuridine, la sous-directrice en charge des manuels scolaires, qui nous reçoit. Les contenus ne changent pas. Puisque les contenus sont adossés à un programme. Tant qu'il n'y a pas de changement de programme, il n'y a pas de changement de contenu des manuels. En ce qui nous concerne, pour ce qui est de la Côte d'Ivoire, une nouvelle approche pédagogique a été adoptée depuis 2012, à savoir l'approche par les compétences. Et c'est depuis lors que les manuels ont été révisés dans leur contenu afin justement de les arrimer à cette nouvelle approche pédagogique. Et depuis 2012, ce sont donc les mêmes contenus qui sont enseignés et les manuels donc reflètent ces mêmes contenus-là. Le manuel, si du point de vue de son contenu, il est unique, mais du point de vue de la maison d'édition, il est multiple. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, nous avons plus d'une trentaine de maisons d'édition qui existent. Et chaque maison d'édition a la possibilité d'éditer des manuels pour les disciplines et pour les niveaux. Consciente du désagrément que crée cette situation aux parents d'élèves, Maria Tokone, la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, prend ses responsabilités. 2 circulaires, l'une interdisant la vente des manuels et fascicules scolaires au sein et aux abords des écoles et l'autre fixant à 4 ans au moins le délai d'utilisation du manuel agréé choisi par l'établissement est divulgué. Le texte est clair, un manuel utilisé choisi dans la liste des manuels agréés, le minimum, c'est 4 ans d'utilisation. À côté de ces circulaires, un projet pour rendre accessibles les manuels scolaires est mis en place. La tutelle est à pied d'œuvre pour essayer justement de mettre de l'ordre et de réglementer la chose. C'est ainsi qu'en plus de la note circulaire, par exemple, à partir de cette année, Madame la ministre a décidé de la mise en œuvre à une échelle plus élevée de ce qu'on appelle la Bourse nationale des manuels scolaires, Bonamas. C'est un système de prélocation de 8 manuels qui sont justement disponibles sur souscription en ligne pour un montant de 10 000 francs CFA. Dans l'enseignement primaire, le problème ne se pose pas dans la mesure où les livres sont remis gratuitement aux élèves du public. Selon le ministère, la pluralité des manuels scolaires est une richesse pédagogique car offrant aux apprenants plusieurs modalités d'accès au même contenu et à une diversité d'exercices. Dans le reste de l'actualité, pour terminer, plusieurs pays, dont la France et les États-Unis, proposaient un cessez-le-feu de 21 jours au Liban. C'était à l'issue d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU consacrée à la situation. Après l'annonce faite par la France, les États-Unis ont proposé et précisé que plusieurs pays avaient participé à son élaboration. L'armée israélienne a dit préparer une possible entrée sur le sol libanais pour frapper à nouveau le Hezbollah. L'enfer se déchaîne au Liban, s'est alarmé le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, au début de la réunion du Conseil de sécurité convoqué par Paris. Et voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité 23h. Ce soir, le sage nous apprend que le Gobelé rapporte à la jarre ce qu'elle a entendu. Ce qu'il a entendu. Dieu le voulant, on se retrouve demain.